Donc l'histoire que je vous ai racontée, c'est ça. On a des stocks de pétrole sous terre, c'est gratuit, il y a des stocks de charbon et des stocks de gaz. On a aussi des stocks de minerais, etc. Tout ça est gratuit. Alors, utiliser du pétrole, c'est le brûler, c'est l'oxyder. L'oxyder, c'est une réaction chimique exothermique qui vous fait du CO2, c'est inexorable. Vous ne savez pas oxyder du carbone autrement qu'en faisant du CO2. Et ça ne changera pas d'ici à votre mort. Et ça vous permet de mettre en œuvre des machines qui transforment tout le reste pour faire tous les produits qu'on a sous la main. Cette abondance de produits et cette formidable augmentation de la productivité du travail, parce que la productivité du travail multipliée par 100, c'est pas que chacun d'entre vous est devenu Shiva avec 100 paires de bras et 100 paires de jambes. Sauf erreur de ma part, comme votre code génétique est le même qu'il y a 2 siècles, votre nombre de bras et de jambes est aussi le même qu'il y a 2 siècles. D'accord ? Vous avez, si je sais compter jusqu'à 2 bras et 2 jambes chacun et chacune. Ça ne va pas bouger. D'accord ? Donc la raison pour laquelle nous sommes plus productifs, c'est pas qu'on a 100 paires de bras et 100 paires de jambes, c'est qu'on a des machines qui travaillent pour nous. Sauf que le dénominateur est resté le même. Au lieu de mettre homme plus machine, on a laissé au dénominateur homme. Donc effectivement, le produit au numérateur augmente grâce aux machines. Au dénominateur, on garde la même chose, la productivité augmente. C'est juste une affaire conventionnelle. On aurait pu prendre un autre exemple, enfin un autre indicateur, on n'aurait pas vu augmenter. Donc, grâce à cette formidable, entre guillemets, augmentation de la productivité, ce qui veut dire qu'en fait les machines bossent à notre place, ça nous a libéré plein de contraintes qu'on avait avant. D'abord, on a pu habiter à un endroit qui était loin des ressources, puisqu'on peut les transporter. Donc on peut habiter en ville, par exemple, et continuer à bénéficier des ressources de la campagne. On mange, on s'habille, on a des pierres pour construire, etc. Tout ça ne pose aucun problème, puisque l'énergie s'en charge, les machines s'en chargent pour nous. On a pu libérer du temps pour faire des études à Sciences Po, à l'IX, et des tas de choses absolument indispensables, comme l'intelligence artificielle dans les services bancaires. C'est quand même essentiel, ce genre de truc. Ça mérite beaucoup plus d'argent que la lutte contre le changement climatique. Le reste, ça consomme beaucoup plus d'argent que la lutte contre le changement climatique. Si vous demandez aujourd'hui à un chef d'entreprise qu'est-ce qui est le plus important pour vous, la lutte contre le changement climatique ou le digital, il va vous dire les deux sont également importants. Alors après, vous lui demandez et qu'est-ce qui est le plus important chez vous, le budget informatique ou le budget de la lutte contre le changement climatique? Bon, je connais la réponse. Vous avez un facteur 1000 entre les deux, voire 10 000. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans les services bancaires, c'est quand même vachement plus important que la lutte contre le changement climatique. Donc la productivité du travail qui augmente permet de libérer des tas de contraintes et libérer du tas de temps libre. Et ce temps libre, puisqu'on ne travaille plus, les machines le font à notre place, ça s'est investi dans 35 heures par semaine, 6 semaines de congés payés, pas de travail le week-end, des études longues et la retraite. Tout ça, c'est l'énergie. Tout ça, c'est l'énergie. Donc les négociations sociales dans un monde en contraction énergétique, bon courage. Ça va être un peu plus sport que les négociations sociales dans un monde d'abondance. Je crois que c'est à Francis Bouygues qu'on attribuait cette maxime qui est en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager. Je vous le confirme. Quand on n'a que des problèmes de riches, on s'en sort. Donc, en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager. Ça, c'est absolument certain. Et donc en période de croissance, il n'y a pas non plus de mauvais politique. Distribuer du rap de sucette, n'importe quel crétin y arrive, c'est assez facile. Par contre, distribuer un défaut de sucette, ça, je peux vous dire que c'est autrement plus coton. Et malheureusement, c'est le monde qui vous attend. Qui m'attend aussi, du reste. Je ne suis pas une exception, on est dans la même salle. Alors, cette production croissante, voilà, on lui donne une contrepartie économique qui s'appelle le PIB. Et donc, il y a 2 facteurs limitants, au moins, à cette affaire-là, qui sont, un que vous connaissez très bien, qui est ça provoque un changement climatique, cette affaire-là. Est-ce que ça ne va pas finir par être un peu désagréable, cette expérience ? Et un deuxième facteur limitant dont les journaux français ne parlent quasiment jamais, qui est le facteur limitant à l'amont, à savoir, est-ce que j'ai assez d'énergie qui rentre dans le système pour lui permettre de continuer à croître? Alors pourquoi est-ce que les médias français ne parlent jamais du deuxième problème? Tout simplement parce que pour le premier problème, vous avez de la science en libre accès et des militants qui militent. Or, un journal, il reflète des communiqués de presse. D'accord ? Un journaliste ne se lève pas le matin en disant « Tiens, je vais faire une monographie sur les ressources moyennes des étudiants à Sciences Po ». Il reçoit un communiqué de presse de Sciences Po disant « Cocorico, les ressources moyennes des étudiants à Sciences Po ont baissé de 3%, ça prouve bien qu'on se démocratise ». Et là, à ce moment, il va aller regarder ce qui se passe. Mais jamais il va lui venir l'idée, tout seul, de faire ça. Jamais, jamais, jamais. Donc tout ce que vous voyez dans le journal, je dis bien absolument tout ce que vous voyez dans le journal, vous avez un truc qui en est à l'origine, qui s'appelle une dépêche, et à l'origine de la dépêche, vous avez un communiqué de presse. L'AFP, c'est un système entrant. C'est une gare de triage et un système entrant. Et c'est bien pour ça qu'il y a des services com partout.
Si les journalistes savaient tout seuls ce qu'il faut aller regarder, les services com ne serviraient à rien. Ça ne serait pas la peine d'essayer de les orienter dans ce qu'ils vont raconter en leur envoyant des informations, puisqu'ils savent déjà ce dont il faut parler. D'accord ? Et comme le contrôle budgétaire dans les entreprises est un truc bien fait en général, eh bien on supprimerait ces gens qui ne servent à rien, puisque ça ne sert absolument pas à faire en sorte que la presse parle de ceci ou de cela. Donc la presse ne parle de quelque chose que parce qu'il y a eu une information entrante. J'insiste vraiment là-dessus. Donc du coup, on ne vous parle pas des problèmes sur lesquels il n'y a pas d'information entrante. Or, qui en France s'agite en disant on a peut-être un problème déjà d'approvisionnement énergétique? À peu près personne. Il y a 3 clampins dans mon genre, oui c'est ça, Mathieu Ozado qui travaille avec moi, plus 3 clampins dans mon genre, je peux vous dire qu'on ne pèse rien face aux gens qui s'agitent sur d'autres problèmes. Donc, parce que peser quelque chose, ça veut dire faire l'ouverture du 20h de TF1, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ou de France 2, je ne sais pas, des gueules. Donc, le problème amont sur l'énergie, on ne le voit pas pour 2 raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de porteur d'intérêt, et ensuite parce qu'on est obnubilé par les prix, et donc on pense que la rareté se reflète par le prix. Et je vais vous montrer dans pas longtemps que c'est faux. On peut manquer de quelque chose et pourtant son prix nominal n'augmente pas. Mais j'y viendrai après.